Nous allons donc maintenant aborder la dernière partie de l'éthique 3, c'est-à-dire les définitions des affects qui se trouvent à la fin de cette partie de l'éthique. La première chose à remarquer, c'est le statut assez particulier de ce texte. En effet, ça n'est pas le seul texte non géométrique de l'éthique. Il y a de même l'appendice de l'éthique 1, les préfaces nommées comme telles ou non de tel ou tel autre livre. Donc, ce n'est pas très étonnant de trouver une suite de textes qui n'adoptent pas la forme théorème, démonstration, corollaire, scoli. En revanche, ce qui est plus original, par exemple par rapport à l'appendice d'éthique 1 ou par rapport aux préfaces, c'est qu'en principe, ces définitions ne doivent rien apporter de nouveau. Elles sont censées reprendre ce qui a été dit dans le cours géométrique de l'éthique 3. Elles sont censées le reprendre, mais le reprendre autrement. Donc ce texte est à la fois le même que ce qui le précède et différent. Alors en quoi est-il différent? Sous plusieurs aspects. La première chose, la plus flagrante, c'est qu'effectivement, il ne suit pas l'ordre géométrique. Il n'est pas présenté suivant l'apparence extérieure, mais est-elle seulement extérieure de la géométrie. La seconde, et c'est ce qui peut être plus étonnant, c'est qu'il arrache à cet ordre géométrique un de ses éléments, à savoir les définitions. Dans l'éthique 3, on a, comme dans d'autres parties de l'éthique, commencé par quelques définitions, mais surtout, au fur et à mesure qu'on progressait, on a, dans les scolies, donné un autre type de définition, à savoir les définitions de chacun des affects concrets, spécifiques. Or, cette partie finale reprend une par une ces définitions, parfois en les modifiant. Et enfin, la troisième différence, qui est peut-être la plus importante, c'est qu'elle ne les reprend pas exactement dans le même ordre. On y retrouve à peu près toute la matière de l'éthique 3, mais disposée différemment. Alors, que faut-il entendre par là? D'abord, quand je dis à peu près toute la matière, je pointe une absence. Il n'y a pas, dans ces définitions finales, de référence, du moins de référence explicite, à l'imitation des affects. On avait vu que dans le cours géométrique du texte, l'imitation des affects était vraiment le principe central qui permettait de rendre plus complexe le monde des passions. Ici, l'imitation des affects semble avoir disparu, ou du moins elle n'est pas nommée comme telle. On va voir nommer un certain nombre des affects qui ont été produits précédemment en fonction du principe de l'imitation, mais l'imitation comme telle n'est pas nommée. Et puis, surtout, l'ordre de présentation n'est pas le même. En effet, les affects sont regroupés autrement qu'ils ne le sont dans la partie géométrique. On peut dire que les définitions, il y a trois moments. Le premier moment est formé des définitions 1 à 5 qui reprennent les affects fondamentaux, ou plus exactement les éléments fondamentaux de l'affectivité, c'est-à-dire à la fois les affects fondamentaux que sont désir, joie et tristesse, et puis deux éléments qui, dans le cours géométrique du texte, étaient beaucoup plus loin, presque à la fin, et qui ne sont pas des affects, à savoir l'admiratio et le mépris, son contraire ou sa conséquence, le mépris. Après cette entrée en matière, donc en sorte, dans cette entrée en matière de 5 définitions, Spinoza regroupe tout ce qui est fondamental. Alors que dans l'ordre géométrique, il avait disjoint les affects fondamentaux d'un côté, l'admiratio, étonnement et le mépris de l'autre, aux deux bouts du texte. Ici, ils sont regroupés ensemble. Ensuite, il analyse l'ensemble des affects dérivés, mais pas du tout suivant la même progression que précédemment. En fait, dans un deuxième moment
dans les définitions 6 à 31, il étudie les affects dérivés de la joie et de la tristesse, et il le fait en les présentant de façon minutieusement symétrique, c'est-à-dire que pour chacune des formes de composition, de dérivation, on aura d'abord celui qui est issu de la joie, ensuite celui qui est issu de la tristesse. Il n'y aura qu'un seul moment où ça posera un problème, parce qu'on verra qu'il y a un des affects qui a deux contraires, deux opposés, et non pas un seul. Mais sinon, on va procéder systématiquement par couple, en laissant complètement de côté ceux des affects qui sont issus du désir. Et puis, dans un troisième moment, de la définition 32 à la définition 48, on regroupe tous les affects issus du désir. Donc, on se trouve dans un type de présentation beaucoup plus classificatoire que l'ordre démonstratif qui avait été adopté dans le corps même de Éthique 3. Enfin, il faut remarquer que cette série de définitions n'est évidemment pas une simple énumération de définitions. Un certain nombre d'entre elles sont complétées par des explications. Alors, ces explications jouent un peu le rôle que jouent les scolies dans la partie géométrique. C'est-à-dire que souvent, Spinoza, il souligne ce qui est particulièrement intéressant ou ce qui pose un problème ou une difficulté particulière. Donc il faut avoir l'œil attentif à ce que les explications apportent par rapport aux définitions. Enfin, avant de commencer la dernière question, qu'est-ce que ça signifie abandonner l'ordre géométrique? Est-ce que ça signifie que cette dernière partie n'est pas écrite more geometrico? Je pense qu'il faut distinguer entre la méthode géométrique, ou l'ordre géométrique si on veut, et l'usage des géomètres, ou l'usage des mathématiciens. Ce sont deux choses différentes dans la démarche de Spinoza. Lorsque Spinoza parle de l'usage des géomètres, ou plus généralement des mathématiciens, il vise un rapport particulier du philosophe avec la réalité. Il veut dire par là étudier tous les phénomènes, y compris ceux qui nous sont le plus désagréables ou ceux qui ont l'air le plus irrationnels, sur le modèle de raison que nous donne la géométrie ou que nous donne l'étude des phénomènes physiques. Donc parler de la démarche des mathématiciens, pour Spinoza, ça veut dire qu'on étudie les affects, y compris la colère, les différentes formes de folie affective, tout ce qui nous paraît le plus irrationnel possible, le plus immaîtrisable, y compris l'impuissance humaine, le déchirement humain par les passions. On les étudie comme on étudierait des points, des lignes, des surfaces, des volumes. Ou comme on étudierait les phénomènes météorologiques, que ce soit le beau temps, que ce soit la tempête. C'est-à-dire qu'on les étudie sans état d'âme, sans appréciation, sans mélanger nos jugements sur eux avec notre étude de leur cause. Cela implique pour Spinoza étudier les hommes, leurs affects, mais aussi, par exemple, leur façon de vivre en cité, leur politique. Tout cela relève d'une démarche qui doit prendre modèle sur la norme de la géométrie, même si ça n'a rien à voir, quant à la définition d'objet, avec la géométrie. Donc, ça, c'est une chose. Et ça, on peut dire que Spinoza pense y rester fidèle dans tous ses écrits. Par exemple, ce que je viens de dire sur étudier les phénomènes humains, comment on étudie les phénomènes météorologiques, il le dit au début du traité politique, qui n'est pas du tout écrit sous forme de théorème et de démonstration.
Donc à ses yeux, il n'y a pas de lien automatique entre cette démarche et la forme extérieure de la géométrie. Et on peut dire que de ce point de vue, la série de définitions et d'explications des définitions qui se trouve à la fin d'éthique 3 relève encore de cet esprit géométrique, comme le traité politique. Maintenant, deuxième dimension du rapport de la philosophie à la géométrie, c'est le choix qui est fait par Spinoza dans les parties continues du texte, c'est-à-dire dans le corps central de éthique 1, éthique 2, éthique 3, etc., d'une exposition de type géométrique. Et ça, c'est différent. C'est-à-dire le procédé qui consiste à démontrer par définition, axiome, postulat, théorème, démonstration. Ça, Spinoza le fait dans ses parties centrales des 5 parties de l'éthique, et il ne le fait pas dans ses commentaires que sont les appendices, les définitions, les préfaces, etc. Alors, à quoi sert ce deuxième aspect, ce deuxième type de relation au modèle de la géométrie? Visiblement, aux yeux de Spinoza, il a un avantage énorme. Il permet de produire des démonstrations irréfutables. Ce n'est donc pas du tout une apparence extérieure, ce n'est pas une simple forme qui cacherait le fond de la pensée Spinoza, comme l'ont pensé certains commentateurs. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est ni une imitation servile et inutile de la géométrie du XVIe et du XVIIe siècle, un effet de mode, on pourrait dire, ni un effet de dissimulation. C'est quelque chose de plus profond qu'une simple apparence externe. C'est quelque chose qui est à cheval sur l'interne et l'externe, et plus exactement, qui correspond à la recherche d'un système de démonstration qui soit irréfutable. Il y a donc bien un lien, une articulation entre ce deuxième aspect, la forme démonstrative, et le premier, la volonté de regarder les phénomènes humains comme on regarde les objets de la géométrie ou de la physique. La question, c'est de savoir si ce second aspect, la forme démonstrative, n'a que des avantages. La réponse de Spinoza est claire, il le dit plusieurs fois, elle a certes beaucoup d'avantages, c'est au niveau de la conviction à laquelle on peut échapper une fois qu'on a suivi les démonstrations, mais elle a aussi des inconvénients. Le principal de ces inconvénients étant qu'elle force, qu'elle oblige à un discours extrêmement long et détaillé. Ce qu'il appelle la prolixité de la géométrie. Pour arriver à ce que l'on veut, au résultat que l'on veut obtenir, dans l'éthique comme dans les traités de géométrie, il faut souvent passer par beaucoup de théorèmes intermédiaires. Ce qui fait que, premièrement, les enjeux des démonstrations n'apparaissent pas toujours immédiatement, d'où la nécessité parfois de faire le point en dyscolie. Et deuxièmement, puisque les enjeux n'apparaissent pas immédiatement du fait de la complexité du processus démonstratif, le fait que le lecteur risque de perdre de vue le lien entre le point de départ et le point d'arrivée. Alors c'est cela qui explique que malgré les avantages de la méthode d'exposition géométrique, Spinoza se sent parfois obligé de l'interrompre à l'intérieur même du texte, en dyscolie, ou avant et après le texte, dans les préfaces des appendices, pour faire le point et pour présenter les acquis d'un autre point de vue. Alors d'un point de vue qui fait l'économie de la démonstration,
mais qui permet de gagner en pédagogie, en quelque sorte. Donc c'est le statut de ces définitions des affects. Donc je commence maintenant à étudier le premier moment. Donc c'est définition 1 à 5. Définition 1, le désir. 2, la joie. 3, la tristesse, c'est-à-dire les passions primaires ou primitives. Et puis 4, l'admiratio, l'étonnement. Et 5, le contemptus, le mépris. Donc à la fois les 3 passions primitives et les 2 phénomènes que l'on a rencontrés tout à la fin de la démonstration géométrique, mais qui ont ici leur place parmi les principes fondamentaux parce qu'ils sont susceptibles de venir colorer tous les affects. Donc il vaut mieux, quand on n'est pas astreint aux dures nécessités de la géométrie, les regrouper en tête avec les 3 passions primaires. Alors je commence par le désir. Le désir est l'essence même de l'homme, en tant qu'elle est conçue comme déterminée à faire quelque chose, par une affection quelconque donnée en elle. Et c'est bien d'affection qu'il s'agit, non pas d'affect, hein, affectio et non pas affectus. Alors, dans l'explication, Spinoza va revenir sur la définition qu'il avait donnée dans la proposition 9, plutôt dans le scoli de la proposition 9. On y trouvait là la première définition du désir qui n'était pas tout à fait la même. En effet, c'était l'appétit qui était indiqué comme l'essence même de l'homme, et le désir était déterminé comme l'appétit avec conscience de lui-même. Spinoza explique tout de suite que ça n'est pas vraiment un problème, puisqu'en réalité, de son point de vue, l'appétit et le désir, c'est pareil. Il faudra plutôt expliquer la suite. Mais avant de revenir à l'explication qu'il donne, je m'attarde un instant à celle qu'il ne donne pas. Plus exactement, au faux sens que commettent un certain nombre de commentateurs devant cette formule, le désir est l'essence même de l'homme. On pourrait croire, et on aurait tort, que Spinoza est ici en train de définir l'homme. Puisque quand on dit X est l'essence de Y, on est au fond en train de donner sa définition. Donc on pourrait croire que ici Spinoza nous dit voilà la différence entre l'homme et le reste de la nature. L'homme est un être de désir et pas les autres. Ce ne serait possible que s'il fallait interpréter ici essence au sens de essence spécifique. Donc ça voudrait dire, par exemple, le chien est un animal qui a 4 pattes, etc., qui aboie, je ne sais pas encore, je ne sais pas ce qu'on trouvait comme définition. Le cheval est un animal qui a 4 pattes, mais qui a d'autres caractéristiques que le chien. Et l'homme est l'animal qui désire. Bon, c'est faux, bien entendu. C'est faux parce que ce que Spinoza dit ici, ce n'est pas du tout que le désir est l'essence spécifique qui distingue l'homme des autres espèces. Il dit que par rapport aux autres affects, le désir est ce qu'il y a de plus essentiel dans l'homme. Donc, cette définition ne vise pas à distinguer l'homme du reste de la nature, elle vise à distinguer le désir du reste des affects. En conséquence, si Spinoza, par exemple, voulait consacrer une étude au chien ou au cheval, il dirait de la même façon le désir est l'essence même du chien ou le désir est l'essence même du cheval. Ça voudrait dire que dans le cheval, l'essentiel, c'est son désir et non pas tel ou tel autre affect dérivé. Donc, il ne faut pas voir ici une définition de l'homme en tant que telle. C'est important de le souligner parce que, comme l'avait remarqué Materon dans un article bien connu, qui date de 1977, finalement, jamais dans l'éthique, Spinoza ne définit ce qu'est l'homme. Ce qui s'en rapproche le plus, ce sont les postulats sur le corps humain qu'on trouve dans Éthique 2, mais, je l'ai déjà dit un certain nombre de fois, ces postulats
n'approche l'homme qu'en termes de degrés, et non pas en termes de définition spécifique. Alors du coup, quand on dit jamais Spinoza définit l'homme, il y a parfois des gens qui vont répondre, mais si, dans la définition des affects numéro 1, il dit le désir est l'essence même de l'homme. Oui, mais ce n'est pas une définition de l'homme. C'est une définition de ce qui dans l'homme est prioritaire par rapport aux autres affects. Mais on pourrait dire de ce qui dans tout être vivant est prioritaire par rapport aux autres affects. Donc, une fois ce faux sens possible écarté, passons à la deuxième caractéristique de cette définition, celle qui est prise en vue dans l'explication. Je lis l'explication de Spinoza. Nous avons dit plus haut, dans le scoli de la proposition 9, c'est-à-dire précisément là où il avait introduit la notion de désir, d'appétit et de volonté. Les trois notions étaient introduites en même temps et ensuite il les distinguait, mais visiblement pour lui, ces distinctions étaient probablement nominales. En réalité, il s'agissait du même phénomène que nous avons l'habitude de désigner de trois noms différents quand nous le regardons sous trois angles différents. Nous avons dit plus haut que le désir est l'appétit avec conscience de lui-même, et que l'appétit est l'essence même de l'homme, en tant qu'il est déterminé à faire les choses servant à sa conservation. Mais j'ai fait observer dans ce même scoli que je ne reconnais en réalité aucune différence entre l'appétit de l'homme et le désir. Donc en fait, les différences sont simplement des différences d'angle d'attaque, de point de vue. Dans les faits, volonté, désir, appétit, c'est la même chose. Que l'homme, en effet, ait ou n'ait pas conscience de son appétit, cet appétit n'en demeure pas moins le même. Et ainsi, pour ne pas avoir l'air de faire une tautologie, je n'ai pas voulu expliquer le désir par l'appétit, mais je me suis appliqué à le définir de façon à y comprendre tous les efforts qu'on a tous de la nature humaine, que nous désignons par les mots d'appétit, volonté, désir, impulsion. C'est-à-dire quos nomine appetitus, voluntatis, cupiditatis, vel impetus significamus. Donc, là où le latin, ou le français, ou les autres langues modernes, utilisent plusieurs mots, en réalité, c'est toujours la même réalité qui est visée et qui est l'effort que fait l'individu pour persévérer dans son être. Simplement, à chaque fois, on regarde ces efforts sous un point de vue particulier, mais qui relève beaucoup plus de cette simple nomination, de la simple considération, que du mécanisme interne de la chose. Donc, je pouvais dire que le désir est l'essence même de l'homme, en tant qu'elle est conçue comme déterminée à faire quelque chose. Mais il ne suivrait pas de cette définition que l'âme pourra avoir conscience de son désir ou de son appétit. Donc, pour introduire la notion supplémentaire, à savoir l'idée qu'en plus, non seulement il y a désir, mais on a conscience de ce désir. Il ne suffit pas de parler de la détermination du conatus. Il faut en outre introduire une détermination supplémentaire qui est la cause de la conscience. Donc, Spinoza continue. Donc, pour que la cause de cette conscience fût enveloppée dans ma définition, il m'a été nécessaire d'ajouter, donc auto-citation de Spinoza, en tant qu'elle est déterminée par une affection quelconque donnée en elle. Autrement dit, l'affection quelconque donnée, voilà ce qui est la cause de la conscience. Alors pourquoi est-ce qu'il faut introduire cette idée d'une affection donnée en elle? Regardons ce que dit Spinoza dans la proposition 23 de la partie 2 à laquelle il renvoie. Et vous remarquez une fois encore que chaque fois qu'on se trouve à un tournant particulièrement important, ou dans un passage où il y a un enjeu particulièrement important dans la partie 3, on est renvoyé à la partie 2. Il y a donc dans la partie 2, c'est-à-dire dans ce qui concerne la façon dont l'âme connaît le monde, son corps et elle-même, il y a donc dans la partie 2 les racines immédiates des points les plus importants de la théorie des affects. Et cela, ça nous renvoie à une caractéristique déjà soulignée de la théorie des passions de Spinoza, c'est que pour Spinoza, les affects ne sont pas autre chose que des modifications de l'idée. Donc la théorie des affects est directement enracinée dans la théorie de la connaissance. D'où ces appuis réguliers que Éthique 3 revient prendre régulièrement dans Éthique 2.
il faut ajouter réciproquement, quand on lit éthique 2, il faut en un certain nombre de points être conscient que ici viendra s'ancrer un tournant important de la théorie des affects. Donc il y a une sorte d'embrayage constant de l'éthique 3 sur l'éthique 2, de la théorie des passions sur la théorie de la connaissance, à laquelle on n'est pas souvent, on est d'habitude pas assez attentif. On a parfois tendance, quand on étudie l'éthique, à dire qu'il y a un premier bloc qui est éthique 1 et 2, métaphysique, théorie des connaissances, et un deuxième bloc, éthique 3, 4, 5, qui est les affects et la conduite humaine, et la béatitude. En réalité, il faut bien voir qu'il y a une autre lecture possible qui est de considérer éthique 2 et 3 comme un tout, ce qui permet de mieux se rendre compte de la façon typiquement spinoziste dont les passions viennent s'enraciner dans le rapport de l'âme au corps et dans la théorie des connaissances. Tout cela étant symbolisé par le fait que dans l'éthique, Spinoza ne dispose plus que d'un seul mot, mens, pour désigner à la fois le siège de la connaissance et le siège des affects. Il a rejeté les termes d'anima, animus, etc., où il les a marginalisés. Son apport principal, c'est d'avoir un seul terme pour désigner à la fois la façon dont nous pensons, le lieu où nous pensons, et le lieu où nous éprouvons. Et cette unification dans le terme mens des deux ordres d'idées, les idées en tant qu'elles relèvent de l'épistémologie et les idées en tant qu'elles se colorent en affect, c'est la caractéristique propre du spinozisme par rapport aux autres philosophies rationalistes du XVIIe siècle. Donc je reviens à la lettre du texte. Que disait cette proposition 23 de la partie 2 ? Je la cite. « L'âme ne se connaît elle-même qu'en tant qu'elle perçoit les idées des affects du corps, des affections du corps. » Donc là aussi, nous avons un grand principe de Spinoza. Il n'y a pas de transparence de l'âme à elle-même. L'homme spinoziste ne peut pas rentrer en lui-même pour se connaître. Se connaître, pour l'âme, c'est éprouver ce qui se passe dans son corps. La connaissance de l'âme, la connaissance qu'a l'âme d'elle-même, c'est qu'une connaissance qui naît au moment où le corps subit des affections, des modifications, et où l'âme est confrontée aux idées de ces modifications. Alors bien entendu, ça n'est pas un rapport de causalité, puisque Spinoza passe son temps à répéter qu'il n'y a pas de causalité du corps sur l'âme. Mais en même temps, c'est un rapport de corrélation qui est extrêmement décisif. C'est que d'un certain point de vue, quand il y a des gens qui s'interrogent par la question de savoir si Spinoza est matérialiste ou pas, là on a un début de réponse. Si on veut définir le matérialisme de façon stricte comme l'idée d'une causalité du corps sur l'âme, ou comme l'idée que l'âme n'est qu'une partie du corps, comme c'est le cas par exemple du matérialisme d'Épicure et de Lucrèce, c'est clair que Spinoza n'est pas matérialiste en ce sens. Mais si on accepte l'idée qu'il y a quand même une forme de matérialisme dans le fait que l'âme ne se connaisse pas elle-même et qu'elle ne se connaît qu'à l'occasion des affects du corps, alors oui, Spinoza est matérialiste en ce sens. En ce sens où il refuse l'idée d'une autoconnaissance de l'âme spontanée. Il refuse l'idée d'une transparence de l'âme à elle-même. Finalement, l'âme est forcée de passer par quelque chose du corps pour se connaître. Et on pourrait défendre l'idée, dans une histoire générale du matérialisme, que ce type de matérialisme-là est plus matérialiste que l'autre, au sens où il est moins spécificateur. Donc, si l'âme ne se connaît elle-même qu'en tant qu'elle perçoit les idées des affections du corps, à ce moment-là, la cause de la conscience, eh bien, c'est ce qui est produit dans l'âme au moment où un certain état du corps a pour corrélat un certain état de l'âme. D'où la nécessité d'introduire, si on ne veut pas avoir simplement une définition de
désir sans la conscience, mais définition du désir en tant que conscient, cette idée de la corrélation entre les deux. Je cite, « Car par une affection de l'essence de l'homme, nous entendons tout état, toute disposition de cette essence, c'est constitutio que je traduis comme ça, qu'elle soit innée ou acquise, qu'elle se perçoive par le seul attribut de la pensée ou par le seul attribut de l'étendue, ou enfin se rapporte à la fois aux deux. » Alors, je m'arrête un instant avant de passer aux enjeux. J'ai traduit constitutio par disposition, comme le fait Apune, ou tout simplement par état. Alors, ça peut paraître surprenant, parce qu'en général, en français actuel, on entend par constitution quelque chose de stable. Après tout, la constitution politique d'un pays, c'est quelque chose qui ne change pas par rapport aux lois qui peuvent changer. Et quand on parle de la constitution d'un objet, d'un être vivant, etc., on entend par là sa structure stable. Dans le latin de Spinoza, c'est exactement le contraire. Chaque fois qu'on trouve sous la plume de Spinoza au constitutio, ça veut dire au contraire une disposition temporaire, une disposition transitoire. Quand il veut parler d'une structure stable, il utilise d'autres termes. Par exemple, facies, forma ou fabrica. Constitutio veut toujours dire quelque chose de stable, d'instable. La preuve ici, c'est clair que constitutio veut dire ce qui arrive momentanément au corps de l'homme et corrélativement ce qui arrive momentanément à son âme. Donc constitutio désigne au fond un changement, un état qui est produit par un changement et qui sera supprimé par le changement suivant. J'en donne un autre exemple que je vais prendre tout à la fin du texte. Dans la définition générale des affects, qui se trouve tout à la fin de cette série de définitions, il y a une explication où Spinoza dit, à propos de la force d'exister plus ou moins grande qu'auparavant, il a défini un affect, ou une passion de l'âme, comme une idée confuse par laquelle l'âme affirme une force d'exister de son corps, ou d'une partie de celui-ci, plus grande ou moindre qu'auparavant. Donc il s'agit bien d'affirmer une transformation, donc par définition quelque chose de provisoire. Et il dit dans l'explication, on doit noter toutefois que si je dis force d'exister plus grande ou moins grande qu'auparavant, je n'entends pas par là que l'âme compare l'état présent du corps avec le passé, mais que, etc., etc. Donc, ce qui veut dire, ce sur quoi il insiste dans l'explication, c'est qu'il y a une comparaison consciente. Mais de quoi il s'agit? Qu'est-ce qu'il s'agit de comparer? Il s'agit de comparer une disposition présente avec la disposition praeterita, c'est-à-dire l'état passé. Donc disposition désigne bien ici les différents états par lesquels le corps est passé. Donc il faut retenir, quand on lit ce texte de Spinoza, que dans son lexique propre, le mot constitutio ou le mot dispositio désigne des moments séparés, des états provisoires, et non pas quelque chose de durable. Je lis la fin de l'explication. J'entends donc par le mot de désir, donc opiditas, tous les efforts, impulsions, appétits et volitions, c'est-à-dire pratiquement tous les termes qu'on a vus auparavant, donc conatus, impetus, appetitus, volitio, lesquels varient suivant la disposition variable de l'homme. Donc vous retrouvez constitutio au sens de ce qui varie, varia constitutio, et il varie, alors on pourrait dire il varie d'un homme à l'autre, non pas du tout, il varie à l'intérieur d'un même homme, lesquels varient suivant la disposition variable d'un même homme. Autrement dit, il y a une succession d'états à l'intérieur du même individu, et donc une succession de désirs à l'intérieur de ce même individu. Et alors là, Spinoza va beaucoup plus loin que la définition, il va directement à ce qu'on avait constaté être pratiquement la conclusion générale de l'éthique 3. Donc, désir qui varie suivant la disposition variable d'un même homme, et qui s'opposent si bien les uns aux autres que l'homme est traîné en divers sens et ne sait où se tourner. Autrement dit, directement à partir de la définition du désir, Spinoza réaffirme ici le déchirement
et l'impuissance de l'homme. Il est traîné en divers sens et il ne sait où se tourner. Bon, je passe maintenant aux deux définitions suivantes, joie et tristesse. Alors vous remarquerez cet effet de symétrie. La définition est exactement la même, la joie et la tristesse, et dans les 20 définitions qui vont suivre, ce sera pareil. À chaque fois, on aura un couple de définitions où la même phrase sera prise une fois positivement, une fois négativement. Donc, la joie est le passage, transitio, de l'homme d'une moindre à une plus grande perfection. La tristesse est le passage de l'homme d'une plus grande à une moindre perfection. Donc, il y a une symétrie parfaite entre joie et tristesse. Une symétrie parfaite du point de vue de la mécanique primitive des passions. On avait remarqué, et on retrouvera dans la suite, qu'il n'y a évidemment pas une symétrie parfaite du point de vue du conatus. Puisque le conatus consiste à développer, à persévérer dans notre aide, donc à développer ce qui nous est favorable, nous ferons effort plutôt pour développer les aspects joyeux que les aspects tristes. Ça nous amènera, même si ces aspects tristes sont mécaniquement produits en nous, ça nous amènera à lutter contre eux. Donc, on l'avait vu déjà à la fin de l'éthique 3, mais on le reverra ici, quand un affect joyeux et un affect triste sont produits par le même mécanisme, en revanche, le mécanisme du conatus va s'opposer à leur égal développement. Il tendra à favoriser l'un plutôt que l'autre. Il n'y arrivera évidemment pas toujours. Alors, explication de ces deux définitions de la joie et de la tristesse. Je dis passage, transitio. Alors, remarquez que dans le corps même de l'éthique 3, on a trouvé le verbe transire, mais Spinoza ne l'avait pas encore substantivé. On n'a pas encore trouvé transitio. Je dis passage, car la joie n'est pas la perfection elle-même. On dit la joie, ça n'est pas l'état supérieur. C'est le passage vers un état supérieur. C'est donc bien une passion. C'est donc bien une transformation. Alors, ça n'est pas négligeable. Parce que lorsque Spinoza voudra, à la fin de l'éthique 5, désigner quelque chose qui serait comme une joie perpétuelle, une joie stable, la béatitude, eh bien, cette joie stable ne sera plus au sens strict le type de joie qui est défini ici. Puisque quand on est arrivé à la joie suprême, on ne peut plus passer à une joie supérieure. Donc il faudra trouver un autre terme, et ce n'est pas une simple question de terminologie, il faudra trouver un autre terme parce qu'on sera en face d'un phénomène différent. Ça voudra dire qu'on sera en train de ressentir quelque chose qui néanmoins n'est pas une transformation. Alors que tout ce que nous analysons ici, tout ce que nous expliquons ici, c'est la production de conscience de transformation. Alors la béatitude ne sera pas une conscience de transformation. Donc je dis passage, car la joie n'est pas la perfection elle-même. Si en effet l'homme naissait avec la perfection à laquelle il passe, il la posséderait sans affect de joie. Donc si les hommes naissaient parfaits, ils ne seraient pas joyeux. Ils n'auraient pas l'impression de faire des progrès. Cette formule doit nous faire penser à une formule qu'on trouvera dans l'éthique 4. Si les hommes naissaient libres, ils n'auraient jamais besoin de la connaissance vraie du bien et du mal. Donc il y a un certain nombre de choses qui nous semblent aller de soi et caractériser soit la perfection humaine, soit la liberté, et qui en fait ne caractérisent que notre écart à la perfection, notre écart à la liberté. La connaissance vraie du bien et du mal, elle nous sera utile dans l'éthique 4, précisément parce que nous ne naissons pas libres. La connaissance vraie du bien et du mal sera le moyen de se rapprocher de cette liberté que nous ne possédons pas spontanément. Et bien ici de même, la joie, ça n'est pas la possession de la perfection, c'est le sentiment que nous progressons vers la perfection. Nous passons d'un état moins parfait à un état plus parfait. Et alors bien entendu, cette démonstration du côté de la joie est encore plus nette du côté de la tristesse. Que la tristesse, en effet, consiste dans un passage à une perfection moindre et non dans la perfection moindre elle-même, nul ne peut le nier, puisque l'homme ne peut être attristé en tant qu'il n'a pas avec la perfection. Donc si on disait la tristesse, c'est le sentiment qu'on a d'éprouver une perfection moindre,
Une perfection moindre, c'est une perfection quand même. Donc le sentiment d'avoir cette perfection ne pourrait pas donner de la tristesse. Alors un objecteur pourrait dire, oui, mais le fait qu'elle soit moindre pourrait nous la faire éprouver. Réponse non, puisque le fait qu'elle soit moindre, c'est une simple privation, mais une privation, c'est rien. Donc la possession stable d'une perfection moindre ne peut pas donner lieu à un sentiment. Ce qui est donné un sentiment, c'est la conscience que nous avons, le sentiment que nous avons, de passer d'une perfection plus grande à une perfection moindre. C'est-à-dire le sentiment de chute, de déchéance. Donc l'affection de tristesse est un acte, et cet acte ne peut en conséquence être autre chose que celui par lequel on passe, transitio, à une perfection moindre, c'est-à-dire l'acte par lequel est diminuée ou réduite la puissance d'agir de l'homme. Spinoza indique ensuite qu'il passe les finitions d'un certain nombre d'affects secondaires qui étaient mentionnés très rapidement dans le Scoli de la proposition 3.11, parce qu'ils se rapportent éminemment au corps. Et on avait vu que ça n'était pas un accro, ce qu'on appelle parallélisme, qui est des affects qui se rapportent principalement au corps. Alors, passons maintenant à la définition 4 et la définition 5, c'est-à-dire celle dont la place ici pour nous surprendre, ça tombe bien, il s'agit de l'étonnement. L'admiratio et le mépris. Donc on a vu que dans l'éthique 3, ils arrivaient en fin de course. Ici, ils arrivent en début. Donc il y a admiratio, à peu traduit par étonnement. Alors à peu traduit, quand à l'imagination d'une chose, l'âme demeure attachée. Bon, c'est pas une bonne traduction. Dans le texte latin, c'est clairement l'admiratio est l'imagination d'une chose. Pour ne pas dire que l'admiratio est un affect, Spinoza préfère dire l'admiration est une imagination. Et bizarrement, Apune répugne à cette formule directe, d'où sa traduction un peu contournée. Donc je refais la traduction. L'admiratio, l'étonnement, est l'imagination de quelque chose à laquelle l'âme demeure attachée, parce que cette imagination singulière n'a de connexion avec aucune autre. Ça marche. Donc, l'admiratio, c'est une imagination. Et de même, définition 5, contemptus est rei aliquus imaginatio, le mépris, c'est l'imagination de quelque chose. Alors, donc, première chose à remarquer, l'étonnement et le mépris, ce sont des imaginations, ce ne sont pas des affects. Deuxième chose à remarquer, pourquoi Spinoza éprouve le besoin de le mentionner? Réponse, parce qu'ils vont colorer, ils vont modifier pratiquement tous les affects. Il le dit un peu plus bas dans l'explication. Considérer en elle-même, l'imagination d'une chose nouvelle est donc de même nature que les autres, et pour ce motif, je ne range pas l'admiratio au nombre des affects, et je ne vois pas de motif pour le faire. Puisque si l'âme est distraite de toute autre pensée, cette distraction qu'elle subit ne provient d'aucune cause positive, mais seulement du défaut d'une cause qui, de la considération de certaines choses, la détermine à penser à d'autres. Autrement dit, il n'y a rien dans l'admiratio qui renvoie à une cause positive. C'est simplement le fait que d'habitude, quand je vois une chose, je suis pris, mon esprit est pris dans un jeu associatif qui fait que quand le paysan voit une trace de sabot par terre, de sabot d'un cheval par terre, il pense aussitôt au cheval. Quand le guerrier voit une trace de sabot d'un cheval par terre, il pense aussitôt à la guerre. Dans l'esprit de l'un et de l'autre, l'image du sabot de cheval fait penser à autre chose. Il se trouve que certaines images sont tellement fortes, tellement singulières, qu'elles nous font penser à rien d'autre. Mais le fait de ne nous faire penser à rien d'autre, c'est en sorte un fait négatif. Ça n'est pas un événement. Ça n'est un événement que pour nous, par rapport à notre complexion, parce que nous n'avons rien, nous n'avons pas de processus associatif à cet égard. Donc s'il n'y a rien dans les choses mêmes qui puisse provoquer l'affect, il n'y a pas d'affect. Donc, il ne s'agit pas d'un affect supplémentaire, d'où je reconnais seulement 3 affects primitifs, plus exactement, oui, primitifs ou primaires
primitivos seu primarios, à savoir joie, tristesse et désir. Alors on peut se dire, mais alors pourquoi il les met là, ces deux-là, l'admiration et le mépris? Il ajoute, si j'ai dit quelques mots de l'étonnement, c'est parce que l'usage s'est établi de désigner certains affects dérivant des trois primitifs par d'autres noms quand elles se rapportent à des objets qui nous étonnent. Et pour le même motif, je joindrai ici la définition de mépris. Bon, je ne m'arrête pas sur la définition de mépris. Donc, cette raison que donne Spinoza pour mettre ici l'étonnement et le mépris, ça nous renvoie finalement au statut particulier de son discours. Au fond, on pourrait dire que dans l'éthique 3, Spinoza fait deux choses. Premièrement, il étudie pour elle-même la mécanique des affects. Mais deuxièmement, il fait ses comptes avec l'étude traditionnelle de ces affects, non pas tant telle qu'on la trouve dans les systèmes des philosophes ou des théologiens, c'est-à-dire chez Aristote, chez Descartes, chez Thomas d'Aquin ou chez tel ou tel prêcheur, prédicateur, mais plutôt telle qu'on la trouve matérialisée dans le langage courant. On a déjà noté dans le cours du texte ce rapport particulier de Spinoza au langage. Alors, on entend dire parfois que pour les rationalistes du 7e siècle, le langage, ça n'est finalement qu'une sorte d'obstacle entre les choses et nous. Ce n'est pas vraiment le cas. Ici, pour Spinoza au moins, le langage, c'est en même temps le lieu où s'est déposé une sorte de savoir, peut-être inadéquat, mais certainement indicatif de quelque chose. Alors, on peut bien entendu essayer de comparer la pensée des passions de Spinoza avec celle d'Aristote ou de Descartes. C'est même totalement légitime. Mais il faut voir qu'il ne les nomme pas, il a nommé Descartes très brièvement dans la préface, il ne le nomme pas dans le cours du texte. En revanche, il fait beaucoup plus attention à ce que le langage courant transporte. Donc, ce qui lui semble intéressant, au fond, c'est la façon, enfin assez intéressant pour qu'il en tienne compte, c'est la façon dont le langage courant, on pourrait dire, transporte une théorie implicite des affects. La façon dont, au fond, les mots que nous utilisons, et qu'il utilise lui aussi, et qu'utilise son lecteur, sont déjà, toujours déjà, porteurs d'une certaine considération des affects, et une considération qui est vue comment? On pourrait dire, on pourrait imaginer par exemple qu'elle est vue par l'observation, par l'étude, ou peut-être par les retombées des systèmes philosophiques. Tout ça est sans doute vrai, mais Spinoza a un mot très précis pour dire ça. Il dit « quia usu factum est », parce que l'usage s'est établi. Alors que veut dire ici ce terme « usage » ? Je crois qu'il veut dire deux choses. Premièrement, très clairement, comme il s'agit du langage, comme il s'agit des noms, un premier niveau de l'usus, c'est l'usage langagier. Quand on regarde ce que Spinoza dit de la langue, par exemple dans la grammaire hébraïque, il dit, comme beaucoup de théoriciens du langage depuis longtemps, que dans la langue, il y a une sorte d'articulation entre la ratio et l'usus. Dans les langues, il y a un certain nombre de phénomènes qui renvoient à des lois rationnelles, et puis il y en a d'autres qui se sont établis non pas par ces lois rationnelles, mais par l'usage. Il y a des verbes irréguliers, il y a des préférences de la langue pour certains mots sans que la ratio puisse expliquer, il y a des tours, des expressions toutes faites, etc., etc. Et des puristes qui voudraient éliminer tout ce qui n'est pas dans l'usage, qui voudraient réduire la langue à un pur ratio, en feraient une sorte de mathématique abstraite qui ne permettrait pas du tout de comprendre comment la langue fonctionne réellement. Donc, regarder le langage, pour Spinoza, c'est regarder à la fois son côté rationnel et l'usus, l'usage qui, au fond, matérialise l'histoire de la langue. Bon, ça, c'est le premier niveau.
c'est clair que quand on parle des noms des affects, c'est de ça qu'il s'agit. Mais je crois que derrière, il y a un deuxième niveau qui est que cet usage de la langue renvoie à un autre usage. L'usage des noms des affects renvoie à l'usage des affects. C'est-à-dire que si certains noms se sont imposés, plus exactement si on a éprouvé par exemple le besoin de nommer certains affects, alors qu'on n'a pas éprouvé le besoin de nommer d'autres, ça on l'avait vu les fois précédentes. Il y a des affects qui sont importants et auxquels on n'a pas donné de nom. Des affects qui sont importants génétiquement et auxquels on n'a pas donné de nom. Il y en a d'autres qui ne sont pas essentiels du point de vue génétique et à qui pourtant l'usage a donné des noms. Comment ça se fait? Ça n'est pas aberrant. C'est simplement, tout simplement, que dans l'expérience commune, dans la confrontation usuelle, c'est-à-dire fondée sur l'usage des hommes avec les affects ne se présentent pas à eux dans l'ordre géométrique. Donc il y a d'une part des affects qui sont très importants dans l'ordre génétique, mais qu'on ne rencontre pas toujours ou en première vie courante. Il y en a d'autres qui sont de simples dérivations, de simples variations, finalement secondaires du point de vue génétique, mais qui sont très présents et très pesants dans la vie courante. En conséquence, l'usage de la vie, l'usage de l'affectivité a indiqué aux hommes que certains affects étaient très importants pour eux, même si peut-être du point de vue géométrique ils sont moins importants en soi. Et l'usage dénominatif s'est fait en fonction de cet usage de la vie. Autrement dit, la nomination des affects ne nous renseigne pas sur l'ordre génétique, mais elle nous renseigne de façon importante sur leur ordre, en quelque sorte, d'intensité dans la vie humaine courante. C'est-à-dire dans ce qui est le plus fréquent dans la vie, pour reprendre le terme qu'on trouve au début du traité de la forme de l'entendement. Effectivement, au début du traité de la forme de l'entendement, on l'a vu la dernière fois, quand Spinoza énonce ces trois affects qui sont les plus importants dans l'usage fréquent de la vie, ce ne sont pas le désir, la joie et la tristesse. Ce sont le désir des richesses, la libido et le désir du pouvoir ou des honneurs. C'est-à-dire des affects très dérivés dans l'ordre génétique, mais très fréquents dans la vie humaine la plus courante. Donc, aux yeux de Spinoza, on va le retrouver un certain nombre de fois dans les explications et définitions. On ne peut pas mépriser cette question de la nomination. La nomination usuelle des affects, certes, nous indique rien sur l'ordre génétique, mais nous indique ce qui est important pour les hommes, ce qui est important dans le vécu. Et c'est pourquoi ça vaut la peine, justement, d'expliquer génétiquement ces affects auxquels les hommes ont donné des noms. D'où le fait que l'admiration et le contemptus, l'étonnement et le mépris, ne sont pas des affects, mais comme ils peuvent colorer pratiquement tous les affects, ils donnent lieu à des dérivés affectifs qui sont très importants dans la vie humaine et donc auxquels les hommes ont donné des noms très précis. Et puisqu'il en est ainsi, Spinoza se sent obligé de leur faire une place dans cette théorie des affects et même une place de choix. Parce que à la fin du processus géométrique d'éthique 3, les mettre à la fin, c'était aussi une place de choix. Ici, les mettre au début, c'est l'autre possibilité, les places de choix. Sur liste électorale, c'est bien connu, il y a deux places importantes. La place du début, parce que c'est ce qu'on appelle la position éligible, et puis les places à la fin, parce que c'est la position honorifique. Bon, on a terminé le premier moment. Je passe au deuxième moment, c'est-à-dire l'énumération de ces couples symétriques issus de la joie et de la tristesse. On laisse de côté provisoirement ce qui concerne le désir, et on passe à la joie et la tristesse. Donc, comme c'était le cas dans le processus géométrique, on va prendre la première complexification, c'est-à-dire la complexification par l'objet. Il faut remarquer que les cinq premières définitions ne faisaient pas mention de l'objet des affects. Ici, au contraire. 6. L'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. 7. La haine est une tristesse qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Bon, on est bien dans la symétrie. Alors, Spinoza prend la peine
d'expliquer en quoi cette définition de l'amour est différente des définitions traditionnelles, ce qu'il n'avait pas fait dans le cours de la démonstration géométrique. Pourquoi prend-il cette peine? Premièrement, parce qu'à l'époque où il écrit, l'amour est en quelque sorte devenu la passion paradigmatique. Ses contemporains, et de cette façon encore nous maintenant, nous avons tendance à penser toutes les passions sur le modèle de l'amour, comme les contraires de l'amour, comme les dérivés de l'amour. La preuve, c'est que quand on dit la passion tout court, on entend en général par là l'amour. Quand on dit c'est un crime passionnel, on ne veut pas dire du tout que c'est un crime commis par avidité de pouvoir ou par avarice ou par quoi que ce soit de ce genre. On veut dire que c'est un crime qui a sa source dans l'amour. Donc il s'est établi une sorte d'équivalence générale entre passion et amour. Donc Spinoza sait que pour ses contemporains, le mot amour désigne quelque chose d'extrêmement important, ce qui n'était pas le cas dans la théorie antique des passions. Deuxièmement, cet amour, en général, il est pensé d'abord par rapport à son objet. Il est pensé comme désir d'union avec un objet. Penser l'amour par rapport à un objet qui est le bien, c'est la définition aristotélicienne thomiste traditionnelle. Et si vous regardez les définitions de l'amour qu'on trouve par exemple dans tous les traités sur l'amour qui encombrent la Renaissance italienne et les effets de la Renaissance italienne à l'âge classique dans tous les pays d'Europe, on a plutôt des définitions platoniciennes, néo-platoniciennes, mais où là aussi il s'agit de vouloir s'unir à un objet. Que ce soit un objet temporel, disons, ou pour l'amour divin, que ce soit l'amour de Dieu. Mais finalement, l'amour de Dieu est pensé sur le modèle des autres. Et on peut dire d'une certaine façon que tous ces traités sur l'amour consistent à essayer d'aller de l'amour des objets du monde réel à l'amour divin, l'amour pour Dieu. Donc Spinoza sait que, en général, on définit l'amour par l'objet, le désir de s'unir à cet objet. Alors, il fait ses comptes avec cette définition qui prend diverses formes dans l'explication. Cette définition explique assez clairement l'essence de l'amour. Bien entendu, ce que moi, Spinoza, j'entends par l'essence de l'amour. Et justement, c'est une thèse minoritaire. Pour celle des auteurs qui définissent l'amour comme la volonté qu'a l'amant de se joindre à la chose aimée. Et ça, c'est la thèse majoritaire. Ce n'est pas celle de Spinoza, mais celle de tous les autres. Font aussi bien les aristotéliciens que les platoniciens. Eh bien, cette thèse n'exprime pas l'essence de l'amour, mais sa propriété. Donc Spinoza a l'air de dire, c'est vrai que l'amant veut s'unir à la chose aimée, mais ça n'est pas fondamental. Donc c'est une propriété et non une essence. Ces auteurs, n'ayant pas assez bien vu l'essence de l'amour, n'ont pu avoir non plus aucun concept clair de sa propriété. Donc deuxième critique, 1, ils prennent la propriété pour l'essence, et 2, comme on l'a vu dans le traité de la fin de l'entendement, on ne comprend vraiment la propriété que si on les rapporte à l'essence, évidemment, si vous vous trompez sur l'essence, vous vous trompez aussi sur la propriété. Donc l'erreur de ces théoriciens de l'amour, c'est pas simplement de prendre la propriété pour l'essence, c'est aussi par conséquent de se tromper sur l'approche exacte de la propriété. Ainsi est-il arrivé que leur définition a été jugée extrêmement obscure par tous. Enfin, remarquez qu'ici Spinoza, au lieu de réfuter simplement leur position, fait appel à une sorte d'opinion publique anonyme, ce qui revient à retourner l'argument de la majorité. Pour dire, il y a un consensus universel pour dire que l'amour, c'est le désir de l'amant de s'unir à chose aimée. Spinoza répond non, en réalité, le consensus universel, c'est plutôt pour dire que cette définition-là est obscure. Simplement, ceux qui trouvent qu'elle est obscure ont ce sentiment, mais n'opposent pas l'autre définition, alors que Spinoza, lui, le fait. Alors, il y a donc deux critiques de Spinoza à cette définition. Premièrement, c'est une pseudo-définition, puisqu'elle ne définit pas l'essence, elle repère une propriété. Et deuxièmement, même en tant que définition de propriété, elle est fausse. Pourquoi ? Parce qu'elle s'appuie sur une définition illusoire de la volonté. Il faut observer toutefois
qu'en disant que cette propriété, donc Spinoza a l'air de dire, d'accord, on peut dire que l'amant a la volonté de se joindre à la chose aimée, comme vous le dites, mais même là encore, il faut, même en disant que c'est une propriété d'expérience, il faut préciser une chose, je n'entends pas volonté dans cette définition au même sens où vous l'entendez. Et comme vous l'entendez vraiment autrement, vous avez tort. Donc, l'erreur des autres, même si on laisse de côté différence, essence, propriété, c'est de croire que l'homme a une volonté libre. Donc de prendre volonté au sens du libre arbitre. Donc il faut observer toutefois qu'en disant que cette propriété consiste en la volonté qu'a l'amant de se joindre à chose aimée, je n'entends point par volonté un consentement ou une délibération, c'est-à-dire un libre décret. C'est-à-dire du libre arbitre. Autrement dit, je ne prétends pas que la volonté de l'amant de se joindre à chose aimée soit une volonté lucide. Soit une volonté qui dépende d'une décision. Il faut donc, même pour accepter cette formule en tant que simple propriété, si on veut l'accepter au sens spinoziste du terme, il faut prendre le mot volonté au sens spinoziste. Alors on pourrait dire, mais alors, au sens spinoziste, on sait que la volonté c'est un désir. CF, la définition plus haut. CF aussi ce qu'on trouvait dans 3.11, les 11 colis. Mais justement, même ça, Spinoza n'accepte pas. Il dit, et non pas même un désir de se joindre à la chose aimée quand elle est absente, ou de persévérer dans sa présence quand elle est là. Alors on peut même être étonné, puisqu'après tout, il l'acceptera un peu plus loin. Alors, qu'est-ce qui le gêne dans ces deux désirs? Réponse, l'amour peut se concevoir en effet sans l'un ou l'autre de ses désirs. Autrement dit, non seulement la volonté de se joindre à la chose aimée est une simple propriété, mais à l'intérieur de cette propriété, le désir n'est pas quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire pour Spinoza, c'est bien par la joie que se définit l'amour et non pas par le désir. Le désir est quelque chose de dérivé. On a donc là un retournement complet de la conception traditionnelle de l'amour. Non seulement l'amour ne se définit pas par rapport à son objet, mais il ne se définit pas non plus comme désir. Alors qu'est-ce que ça change de définir l'amour, non pas par le désir, mais par la joie? Je lis la suite. Mais par volonté, j'entends le contentement qui est dans l'amant à cause de la présence de la chose aimée. Donc non pas le fait de désirer sa présence, mais le fait d'être satisfait par cette présence. Autrement dit, l'amour n'est conçu comme volonté que si on entend cette volonté comme un effet, et non pas comme une cause. C'est-à-dire, il y a déjà une transition d'une perfection moindre vers une perfection plus grande, et c'est le sentiment de cette transition, à savoir la joie, qui, s'associant avec l'idée d'une cause extérieure, provoque l'amour, ou plutôt est l'amour. Donc je dirais, alors que d'habitude, tous les théoriciens de l'amour considèrent que l'amour, c'est une décision de faire quelque chose, une décision de s'unir à un objet aimé, chez Spinoza, c'est bien plutôt une conséquence qu'une cause. Une conséquence d'un fait qui est là avant que j'y réfléchisse. Alors bien entendu, une fois que cet affect existe, il va à son tour renforcer le processus par lequel il a été produit. Donc la volonté en question, au sens spinoziste du terme, c'est une volonté qui va alimenter ou fortifier la joie de l'amant. Mais on n'a pas le processus volonté implique joie, le processus joie implique volonté. Autrement dit, ce qui est présenté ici, c'est une conception très passive de l'amour.
aimer, c'est voir se réfracter en soi une transition, un passage, et considérer qu'il y a une cause externe à cette transition. Alors du coup, après, je pourrais avoir le désir de m'unir à cette chose. Mais ce désir est secondaire par rapport à l'effet que l'amour a sur moi. Bon, je passe dans le cas de la haine. C'est la même chose. Alors, définition 8 et 9 maintenant. Alors, elles ont comme caractéristique étonnante de définir des affects, propensio et aversio, qui n'étaient pas définis en tant que tels dans le cours géométrique de l'éthique 3. La propensio, à pu traduire inclination, est une joie qu'accompagne l'idée d'une chose qui est cause de joie par accident. L'aversio, l'aversion, est une tristesse qu'accompagne l'idée d'une chose qui est cause de tristesse par accident. Vous remarquez de nouveau le parfait parallélisme, la partie symétrie de définition. Il suffit de remplacer tristesse dans l'un, enfin joie par tristesse, et vous obtenez l'autre. Mais en même temps, on a déjà effectivement rencontré cette idée de cause par accident. Après la multiplication par l'objet, c'était la multiplication par association. Seulement, Spinoza, à l'époque théorique, si j'ose dire, dans le Seuil des propositions 15, donnait un autre nom à ces affects. Il ne disait pas propensio et aversio, il disait sympathie et antipathie. Et il ajoutait, ça nous ramène à la question du langage, qu'il savait bien que ceux qui utilisaient les termes sympathie et antipathie ne les utilisaient pas tout à fait en ce sens-là. Évidemment, dans la médecine du XVIe siècle, sympathie, empathie et antipathie, ça désigne des caractéristiques objectives qui sont dans les choses, et non pas des caractéristiques affects. Mais Spinoza les utilisait parce qu'au fond, ces termes désignaient bien quelque chose qui ressemblait à ce qu'il voulait dire là. Alors, qu'est-ce qui fait que maintenant, dans les fictions, ou bien, au lieu de dire sympathie, antipathie, il choisit d'autres termes abstraits, apparemment pas empruntés à l'usage courant des médecins. Pourquoi propensio aversio? Alors, on peut dire peut-être parce que maintenant, il veut se débarrasser de l'ambiguïté qui était liée justement à sympathie-antipathie. Peut-être qu'il n'avait pas encore trouvé sympathie-antipathie. Tout dépend si on pense que ces définitions ont été rédigées avant éthique 3 et qu'elles lui auraient été ajoutées après coup, ou bien si on pense qu'elles ont été rédigées après éthique 3. Du coup, l'évolution de Spinoza, ses choix se font dans un sens ou bien dans l'autre. Bon, je crois que c'est indécidable ou presque indécidable. Et après tout, il a choisi de publier un texte dans lequel il y avait antipathie, sympathie d'un côté, inclination, aversion de l'autre. Alors peut-être on peut retrouver quand même une autre différence. Ici, quand il s'agit de définir inclination, aversion, il est défini comme une joie et une tristesse, au sens où ça signifie un affect. Peut-être sympathie, antipathie renvoie-t-il plutôt à une série d'affects. C'est du moins ce que suggère l'emprunt des termes à la tradition antérieure. Donc peut-être que l'inclination-aversion ne vienne pas se substituer exactement à sympathie-antipathie, mais qu'elle vienne désigner un autre point de vue plus centré sur l'affect singulier. Définition 10 et 11. La dévotio et l'irisio, donc la ferveur, la dévotion et la dérision. Je ne les commande pas, je ne connais pas les explications. On voit simplement qu'ici, on peut les introduire dans le cours du texte parce que ce sont des compositions avec l'étonnement et que l'étonnement et le mépris ont été introduits très tôt. Alors que dans l'éthique 3, dans la version géométrique, comme l'étonnement avait été introduit très tard, la ferveur et la dérision étaient obligés de n'être introduits que très tard aussi. Ici, ils apparaissent simplement dans l'ordre normal des complexifications de la joie et de la tristesse. 12 et 13, espoir et crainte, on retrouve exactement le même parallélisme. On s'arrête un instant sur l'explication, parce que l'explication a des conséquences tout à fait remarquables, notamment sur la politique, sur la vie interhumaine. Il suit de ces définitions
qu'il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir. Pourquoi? Ce sera encore mieux expliqué dans l'explication de 14 et 15. Alors, je vais emprunter la raison à l'explication de 14 et 15. Nous ne pouvons jamais être certains de l'issue des choses singulières. Nous ne pouvons jamais être certains de l'issue des choses singulières. Autrement dit, dans le monde spinoziste, tout est déterminé. Et nous pouvons être certains, par exemple, des propositions de la physique quand nous avons construit une science vraie. Donc nous savons que les planètes tournent autour du Soleil de telle façon que un mobile que l'on envoie avec telle accélération prendra à tel moment telle vitesse, etc. De ça, nous sommes certains. Mais quant à savoir si, dans telles conditions concrètes, avec telle résistance de l'air, etc., qu'est-ce qui se passera pour tel mobile? Quand une bataille est engagée par Alexandre, avec tous les phénomènes concrets qui vont venir se surdéterminer, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que quelqu'un qui connaîtrait toutes les déterminations de cette chose singulière pourrait être certain de son issue, mais nous, en général, nous ne sommes pas certains. À Waterloo, on a entendu Grouchy, et c'était Blücher qui est venu. Donc, dans la vie humaine, dans la complexité de la vie humaine, et non pas dans le monde épuré des théorèmes physiques, il y a pour nous une incertitude générale quant à l'issue des phénomènes singuliers. Cette incertitude, c'est quelque chose que la tradition appelle la fortune. Et Spinoza reprend d'ailleurs le terme de temps en temps, notamment dans la préface du traité logico-politique. La condition de l'homme est donc marquée par les aléas et par l'incertitude de la fortune. Nous ne savons pas ce qui va nous arriver, et notamment, nous ne pouvons pas construire de séries à partir des événements. Si nous avons de la chance pendant un certain temps, rien ne prouve que nous ne rencontrerons pas ensuite de la malchance. Alexandre a gagné un certain nombre de batailles, mais un jour il en a perdu une. Parce que ce jour-là, un de ses généraux a été mauvais, parce que ce jour-là, il y avait plus d'ennemis, parce que c'est dans un terrain qu'il connaissait mal, etc., etc. Donc, la condition de l'homme en tant que marquée par la fortune fait premièrement que notre situation est toujours changeante, deuxièmement que nous ne pouvons pas prévoir quand et dans quelle mesure elle changera, et troisièmement qu'en conséquence nous sommes toujours incertains. En conséquence, l'espoir est une joie inconstante, non seulement en ce sens qu'il ne dure pas toujours, mais en ce sens qu'à l'instant même où nous espérons, comme nous ne sommes presque jamais totalement sûrs de notre espoir, un petit peu de crainte se mêle à notre espoir. Et réciproquement, même quand nous sommes dans une situation de crainte, un petit peu d'espoir se mêle à notre crainte. Dans la complexité des situations humaines réelles, c'est-à-dire dans le jeu des choses singulières, ça n'est pas comme dans la déduction génétique géométrique. Ces phénomènes sont toujours mixtes. Donc, quand je suis en proie à l'espoir, je suis toujours en même temps en suspens. Quand je suis en proie à la crainte, je suis toujours en même temps en suspens. Conséquence, on l'avait vu dans les théorèmes qui précédaient, eh bien, cette situation mêlée d'espoir et de crainte, ça va avoir plusieurs conséquences dans la vie religieuse et politique. Dans la vie religieuse, c'est ça qui va être la source des présages et de tout le rituel, c'est-à-dire de toutes les conduites par lesquelles je vais essayer d'interpréter la nature pour renforcer mon espoir et dissiper ma crainte, ou même par lesquelles je vais essayer de conjurer le mauvais sort et de m'attirer la bienveillance de ces forces de la nature que je considère comme plus grandes, plus puissantes que moi. Pas forcément des dieux d'ailleurs. Il suffit d'imaginer qu'il y a des puissances qui me dépassent.
Bien entendu, la figure d'un dieu, ou même d'un dieu unique, ne fera que concentrer, et donc rendre encore plus terrible, encore plus puissante, mais encore plus terrible, cette idée d'une force plus puissante que moi. Donc la conséquence religieuse de ce mélange perpétuel d'espoir et de crainte dans lequel se trame la vie humaine, c'est la croyance au présage et la constitution de rites à partir de ces présages pour les interpréter et pour les conjurer. Donc il y a toute une part de vie religieuse qui a son fondement anthropologique ici, dans ce mixte d'espoir et de crainte qui caractérise tous les hommes. Deuxièmement, dans la vie politique, comme ce mélange d'espoir et de crainte est insupportable, je vais avoir tendance à me tourner vers des phénomènes, par exemple vers un homme providentiel qui pourrait conforter mon espoir et diminuer ma crainte. Et ça expliquera que j'aurai d'autant plus tendance à avoir de la dévotion, de la ferveur, dévotion, vers, par exemple, un général vainqueur, ou vers un homme politique qui aura semblé tirer miraculeusement la cité d'un drame, etc. Au lieu de l'analyser rationnellement en disant « bon, il a remporté tel succès, c'est très bien pour telle raison », je l'imaginerais comme une sorte de puissance supérieure à laquelle je voudrais me confier. Et bien entendu, le jeu est ici un jeu collectif. Et donc, de même que sur le plan religieux, le mélange d'espoir et de la crainte est la source passionnelle, anthropologique, des présages et des rituels, sur le plan politique, ce même mélange est la source de la ferveur envers le chef d'État ou envers celui qui peut menacer le chef d'État. Dans le traité politique, en quoi le général vainqueur est un danger pour le souverain. Alors, je passe rapidement sur 14 et 15. Bien que, en général, on ne puisse pas être certain de l'issue, il arrive cependant des cas exceptionnels qu'on n'en doute pas, pour une raison ou pour une autre, et dans ce cas-là, au lieu de l'espoir, on les jetait dans la sécurité, au lieu de la crainte, on les jetait dans le désespoir. Mais bien entendu, ça ne reflète pas forcément la réalité des choses. Être dans la sécurité ou dans le désespoir ne veut pas dire que la situation est totalement sûre dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire que nous l'imaginons telle. 16 et 17, maintenant. Le gaudium, l'épanouissement, est une joie qui accompagne l'idée d'une chose passée qui arrive alors qu'on ne l'attendait pas, praeter spem. Le conscientiae morsus, le resserrement de conscience, la morsure de la conscience, c'est une tristesse qui accompagne l'idée d'une chose passée qui arrivait alors qu'on ne l'attendait pas. À remarquer ici que gaudium désigne un affect extrêmement précis. C'est une forme de joie, une forme de laetitia, qui est liée à l'idée du temps, une chose passée, et encore plus précisée par l'idée d'un hasard inattendu. Donc il faut 3 déterminations pour donner le gaudium. C'est donc un affect joyeux très dérivé. On retrouvera dans la suite de l'éthique ce terme de gaudium pour désigner un tout autre concept. Il n'y a pas de lien entre les deux. Précisément pour désigner autre chose que la laetitia, pour désigner autre chose que la joie au sens de la joie passive. C'est-à-dire que quand Spinoza aura besoin, je disais tout à l'heure, d'expliquer ce que c'est que la béatitude, il cherchera un terme pour désigner la jouissance d'une perfection sans transition. Et à ce moment-là, il aura autour un gaudium qui n'est pas du tout le même que le gaudium qu'on rencontre dans cette définition 16. Proposition 18. La commisération, c'est une tristesse qu'accompagne l'idée d'un mal arrivé à un autre et que nous imaginons être semblable à nous. Alors vous voyez ici apparaître en fait un des effets de l'imitation des affects, mais une imitation des affects qui n'est pas thématisée en tant que telle. On constate simplement son effet. L'explication prend la peine de dire, entre la commisération et la miséricorde, il ne paraît y avoir aucune différence,
Donc c'est une différence purement nominale. Sinon peut-être que la commisération a rapport à une affection singulière, la miséricorde a une disposition habituelle. Donc ça serait peut-être le même type de différence qu'on trouvait entre propension-aversion et sympathie-antipathie. Cela dit, dans la leçon 24, il essaiera une autre définition de la miséricorde. Mais là aussi, il semble renvoyer, comme il dit, il ne paraît y avoir qu'une différence. Nous là, oui, détour. Si ce n'est que, peut-être, Nisi Forte, de quoi il parle? Est-ce qu'il parle de la réalité des choses? Mais non, il a l'air de tenir compte, là aussi, d'un usage langagier. Oui, détour, ça ne veut pas dire c'est comme ça. Ça veut dire je constate que les gens utilisent le terme en ce sens-là. Donc on se retrouve dans le même type de rapport à l'usus qu'on avait trouvé à la fin de la définition, à la fin de l'explication de la définition 4. 19 et 20, de nouveau deux symétriques. La faveur est un amour envers quelqu'un qui a fait du bien à un autre. L'indignation est une haine envers quelqu'un qui a fait du mal à un autre. Alors, explication. Et de nouveau, on retrouve dans le règlement de compte langagier. Je sais que ces mots ont, dans l'usage ordinaire, un autre sens. Donc on se trouve exactement comme à propos de la sympathie et de l'antipathie. J'utilise des termes que j'emprunte au langage ordinaire, je sais qu'ils ont un autre sens, mais je les détourne de cet autre sens. Donc à la fois, un, je me refuse à créer des mots nouveaux, et deux, mais du fait de l'explication que je donne, je ne peux pas les utiliser dans leur usage habituel. Mais il se trouve que leur usage habituel, enfin c'est pas totalement arbitraire, parce que leur usage habituel évoque quelque chose qui renvoie à mon usage à moi. Donc c'est pas un contresens total. Donc je sais que ces mots ont dans l'usage ordinaire, ex communi usu, un autre sens. Mais mon dessein est d'expliquer la nature des choses et non le sens des mots. Verborum significatio, rerum natura. Alors, un rationaliste naïf pourrait dire, ah ben si seulement la nature des choses, pourquoi utiliser les mots qui existent? Après tout, appelez-les A1, B2, C3, etc., etc. Utiliser une algèbre des passions. Justement pas. Parce qu'il faisait ça, visiblement, Spinoza, ce qu'il dit deviendrait incompréhensible. Donc, mon dessein est, premièrement, d'expliquer la nature des choses dans le sens des mots, et deuxièmement, de désigner les choses par des vocables dont le sens usuel ne s'éloigne pas entièrement de celui où je les emploie. Donc, il y a quand même une sorte de complicité, de connivence entre le sens usuel et le sens spinoziste. Alors, on peut l'interpréter du sens usuel vers le sens spinoziste en disant, par pédagogie, Spinoza utilise des termes dans un sens qui ne s'éloigne pas totalement, donc qui permet aux gens de se souvenir du sens usuel. Mais il faut bien voir que ça n'est possible que parce qu'il y a d'abord l'autre en relation. Parce que le sens usuel lui-même renvoie d'une façon déformée, certes, d'une façon inadéquate, certes, mais renvoie à la nature des choses. S'il n'y renvoyait pas, la procédure spinoziste serait impraticable. Donc, Spinoza ne peut détourner un peu le sens usuel vers le sens spinoziste que parce que le sens usuel est déjà lui-même en droit un détournement, mais un détournement pas total, de ce que serait une analyse génétique vers ce que suggère l'expérience ou l'usage de la vie. Il dit « cela soit observé une fois pour toutes ». Mais justement, apparemment, il tient tellement qu'il n'observe pas une fois pour toutes, c'est déjà la troisième fois qu'il y revient. 21 et 22. La surestime consiste à faire de quelqu'un par amour plus de cas qu'il n'est juste. La mésestime consiste à faire de quelqu'un par haine moins de cas qu'il n'est juste. Bon. Là, de soi, je saute l'explication, on a déjà vu ce que c'était. 23. L'envie et la haine en tant qu'elle affecte l'homme de telle sorte qu'il soit attristé par la félicité d'autrui et au contraire s'épanouisse du mal d'autrui. Explication. À l'envie,
s'oppose communément à la miséricorde, qui peut donc, en dépit du sens du mot, donc en dépit du sens que je lui ai donné à la définition 18, se définir ainsi: la miséricorde est l'amour en tant qu'il affecte l'homme, de telle sorte qu'il s'épanouisse du bien d'autrui, soit contristé par le mal d'autrui. Donc, on se trouve là devant la situation la plus extrême de ce rapport de Spinoza en langage courant. Si on sert le mot miséricorde, il y a d'une part le sens qu'il lui donne par déviation pour s'accorder avec une considération génétique par rapport à un usage courant, et le sens qu'il utilise dans l'usage courant, et à ce moment-là, il est forcé de redresser la définition pour que la définition génétique soit conforme à l'usage courant. On a donc un écartèlement entre deux conformités différentes à l'usage courant. Une, la conformité du nom, l'autre, la conformité à la définition. Mais ça permet d'avoir les deux définitions 23 et 24 symétriques. Alors, je passe maintenant à la position 25, qui est celle qui pose le plus de problèmes du point de vue de cette symétrie. La définition 25 dit « l'acquiescentia in se ipso », donc le contentement de soi. C'est une joie née de ce que l'homme se considère lui-même et sa puissance d'agir. Donc, effectivement, la définition d'un des affects que nous avons rencontré tout à la fin de l'éthique 3. Le problème va naître ici du fait qu'il y a au fond deux façons pour l'homme de se considérer lui-même. Donc, s'il y a deux façons pour l'homme de se considérer lui-même, on va voir que cette acquiescentia in se ipso va avoir deux opposés. Donc, la symétrie ne sera pas maintenue. Il y aura deux demi-symétries. D'où les deux opposés possibles de l'acquiescentia in se ipso, qui sont l'humilité d'une part, le repentir de l'autre. Bon, dans les deux cas, il s'agit d'une tristesse qui naît de ce que l'homme se considère lui-même, mais dans les deux cas, il ne s'agit pas de considérer la même chose. Alors, définition 26. L'humilité est une tristesse née de ce que l'homme considère son impuissance ou sa faiblesse. 27. Le repentir est une tristesse qu'accompagne l'idée d'une chose que nous croyons avoir faite par un libre décret de l'âme. Autrement dit, dans l'humilité, je considère mon impuissance. Dans le repentir, je considère l'un des actes qu'a produit mon impuissance et que je crois produit par ma liberté. Remarque supplémentaire, à part cette sorte d'infraction à la symétrie qu'on a consacrée jusque-là. Spinoza avait remarqué dans l'éthique 3 que les passions tristes, certes elles sont symétriques des passions joyeuses sur le plan génétique, mais qu'en réalité, comme de fait nous avons du mal à les supporter, même si la religion chrétienne nous les peint comme des vertus, comme nous avons du mal à les supporter, nous avons une tendance spontanée en nous qui les combat, qui n'est pas autre chose au fond que le jeu normal du conatus. Je ne vais pas passer ma vie à me dire que je suis nul, je ne vais pas passer ma vie à me dire que je fais quelque chose de pas bien. Même si je me le dis parce que quelqu'un me fait remarquer, ou même si mon confesseur m'a dit qu'il faut que je me repentisse de telle ou telle chose, il y a en moi quelque chose de plus fort que moi qui fait que si je passais mon temps à dire ça, ça me détruirait. Alors précisément, ma tendance spontanée, ce n'est pas de me détruire, c'est essayer de persévérer dans mon être. Donc, à la symétrie sur le plan génétique, s'oppose une désymétrie sur le plan de l'effort. C'est ce que Spinoza va noter dans la suite de l'explication de la définition 27, mais il va me rentrer dans plus de détails qu'il m'avait fait dans l'exposé géométrique. Et on va même voir apparaître quelque chose de plus, qu'on a vu apparaître une fois autrement. Je lis. En outre, il faut noter ici qu'il n'est pas étonnant qu'en général tous les actes coutumièrement appelés mauvais
soit suivi de tristesse, et ce qu'on dit droit soit suivi de joie. Donc, première chose, Spinoza considère que, enfin, prend en vue que ce que la morale habituelle désigne comme bon ou mauvais, ça provoque en nous de la joie et de la tristesse. On a envie de dire ça tombe bien. Mais ça tombe bien pas par hasard, pas par un objectif, pas par un sentiment inné en nous, mais tout simplement parce que ça a été produit comme tel. Il explique, cela dépend au plus haut point de l'éducation, comme on le connaît facilement par ce qui précède. Les parents, en effet, désapprouvent les premiers, c'est-à-dire les actes mauvais, en faisant leurs enfants de fréquents reproches à leur sujet, et les exhortent au second au contraire, et ils les louent, et ainsi ils ont fait que des émois de tristesse soient joints aux uns et des mouvements de joie aux autres. Autrement dit, ça n'est pas par une sorte de moralité spontanée que nous avons honte des actes qu'on considère comme mauvais, que nous nous repentons des actes que l'on considère comme mauvais, et que nous épanouissons des actes que la morale considère comme bons. Il n'y a pas de relation immédiate entre l'un et l'autre. Ce qu'il y a, c'est un produit de l'éducation. Alors on avait vu déjà que, par exemple, l'envie était, sinon un produit de l'éducation, du moins quelque chose qui était renforcé par l'éducation. Ici, Spinoza accorde de nouveau une importance au modèle produit par les parents. Donc encore une fois, Spinoza ne parle pas très souvent d'éducation, mais quand il en parle, c'est le plus souvent pour analyser ces questions de modèle. Alors, il va ajouter encore autre chose. Cela est confirmé par expérience, car la coutume et la religion n'est point partout la même. Alors qu'est-ce que la coutume et la religion viennent se faire ici? Tout simplement, la coutume et la religion, c'est la coutume des parents et la religion des parents. C'est-à-dire ce que les parents indiquent aux enfants par leurs éloges et leurs blâmes comme étant bon ou mauvais, ça n'est pas un choix individuel des parents, c'est le choix collectif de la coutume du pays ou de la religion de ce pays. Donc c'est ce qui appartient à l'ingenium national, ou à d'autres variantes d'ingénia collectif. Car la coutume et la religion n'est point partout la même, mais au contraire, ce qui est sacré pour les uns est pour les autres profane, et ce qui est honnête chez les uns est honteux chez les autres. Donc il y a un peu de traduit par vilain, c'est un peu faible. Suivant donc la façon dont chacun est élevé, il se repent de telles choses faites par lui ou il s'en glorifie. Remarquez qu'on n'est pas très loin de ce qu'on trouve, par exemple, chez les sceptiques, sur la variété des mœurs humaines. Il y a des textes, par exemple, chez Montaigne, sur le fait que manger son semblable, c'est censé être très mal dans nos climats et très bien dans d'autres populations. Et bien entendu, Spinoza tire la même chose que ce qu'en tirent les sceptiques, à savoir qu'il n'y a pas des actes qui soient spontanément bons ou mauvais. Alors, peut-être pourra-t-il se trouver des actes qui seront considérés comme bons ou mauvais partout. Il faudra expliquer pourquoi cette répétition. On ne peut pas dire que tous les actes considérés comme bons quelque part sont considérés comme bons ailleurs, et symétriquement que tous les actes considérés comme mauvais quelque part sont considérés comme mauvais ailleurs. En conséquence, il y a bien une relativité du bien et du mal, et le fait que chez nous naissent la honte et le repentir n'est pas du tout une objection contre cette relativité. La honte et le repentir ne prouvent nullement l'universalité du bien et du mal, elles prouvent l'universalité des mécanismes affectifs qui les produisent. 28. L'orgueil consiste à faire de soi-même, par amour de soi, plus de cas qu'il n'est juste. « 29. La mésestime de soi consiste à faire de soi par tristesse moins de cas qu'il n'est juste. » Je continue dans ces versets. 30. La gloire est une joie qu'accompagne d'une action nôtre que nous aimégeons louer par d'autres. La honte, 31, est une tristesse qui accompagne d'une action que nous aimégeons qui est blâmée par d'autres.
32, le désidérium, c'est le souhait frustré, et son parallèle 33, l'émulation, etc., etc. Je m'arrête pour l'instant à la 31. Qu'est-ce qu'il faut observer? Il faut observer que la série Acquiescentia esse ipso, définition 35, orgueil, 25, orgueil, définition 28, gloire, définition 30, sont des affections issues de la joie et qui, pour le dire rapidement, nous font du bien, s'y renforcent notre collatus. Les deux affections, les deux affects contraires de l'acquiescentia ipso, c'est-à-dire l'humilité et le repentir, 26 et 27, la mésestime de soi, 29, la honte, 31, sont des passions issues de la tristesse et qui nous font du mal et qui vont contre notre conatus. Alors, deux remarques à faire. La première, c'est que à ces passions-là, ça se trouve dans l'explication de la proposition 29, à ces passions-là, la nature humaine considère en elle-même leur oppose résistance de plus qu'elle peut. Donc il y a une force de résistance de la nature qui vient déséquilibrer la symétrie génétique des effets de la joie et de la tristesse. Si je ne regarde que l'engendrement génétique, il y a le fonctionnement de mon corps et mon imaginaire peut engendrer aussi bien la honte que la gloire, aussi bien l'estime de soi que l'orgueil, aussi bien les opposés de l'acquiescentia que l'acquiescentia elle-même. Mais en même temps, le fonctionnement normal de la nature humaine fabrique de la résistance aux passions tristes. Donc j'aurais plutôt tendance à me glorifier qu'à avoir honte, plutôt tendance à l'orgueil qu'à mésestimer, etc., etc. Ça va avoir deux conséquences. Plutôt on peut tirer deux conclusions. La première, c'est que bien entendu, il faut que je fabrique ces résistances. Là, une nouvelle fois, on n'est pas très loin de la théorie psychanalytique. Sauf que Spinoza pense pas du tout que c'est inconscient. Il faut que je fabrique ces résistances, parce qu'en même temps, la production génétique, elle est là, elle est bien là, donc elle produit vraiment ces affects négatifs. Donc il faut que je fabrique ces résistances, c'est-à-dire je fabrique ce qu'un psychanalyste appellerait des rationalisations imaginaires. Il va falloir que je m'explique à moi-même et aux autres pourquoi tel acte, telle bataille qu'en apparence j'ai perdue, en fait je l'ai gagnée. On regarde la fable du renard et des raisins. Le renard qui n'arrive pas à attraper les raisins qui sont trop élevés, pour lui, il s'en va en disant qu'ils sont trop verts. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'a pas réussi à obtenir ce qu'il voulait, mais il s'en va en se disant à lui-même et en disant à la cantonade que c'est parce qu'il n'en voulait pas et qu'ils avaient jugé trop vert. Donc s'il s'avouait, j'ai pas été assez habile pour les attraper, il éprouverait de la mésestime de soi. En disant qu'ils sont trop verts, il éprouve de l'orgueil. Donc il a mis en place un mécanisme de résistance qui lui permet de substituer une passion joyeuse à une passion triste. C'est pas si facile que ça. Quelque chose au fond de lui-même de lui dire « tu crois vraiment que c'est parce qu'il était trop vert ?» Bientôt, on obtient toute une série de situations concrètes dans lesquelles il y a en sorte comme plusieurs niveaux à l'intérieur de la mens de l'individu, à la fois le discours qu'il se tient pour renforcer sa passion joyeuse, et puis la puissance de la passion triste qui continue à avoir des effets. Bon, deuxième conclusion, de même qu'il y a des individus qui se fixent sur l'avarice, ou sur la lubricité, ou sur l'ambition, alors que d'habitude ces passions circulent en nous, on pourra trouver, après tout, des individus qui se fixent sur l'humilité et le repentir. Si on peut trouver certainement des individus chez qui les passions tristes deviennent pathologiques. Donc, qui au fond, malgré, qui par exemple n'arrivent pas à construire des résistances de leur nature, ou qui se trouvent dans des situations telles que les événements négatifs qui se jettent sur eux les débordent, et en conséquence, n'arrivant pas à construire sa résistance, ils tombent, au fond, dans un équivalent de ce qu'est l'ambition lubricité, c'est-à-dire la fixation sur une seule passion. C'est-à-dire des passions qui exagèrent la tendance de la passion triste.
Bon, la deuxième remarque à faire sur ces différentes analyses, c'est toujours la même. Elle se trouve dans l'explication de la définition 31 à propos de la différence entre la honte et la pudeur. Il faut noter ici la différence qui est entre la honte, qui traduit le terme latin pudor, et la pudeur, par lequel Apune traduit le terme latin verecundia. La honte est une tristesse qui suit une chose faite et dont on rougit. Donc le contraire de se glorifier. La pudeur est la crainte ou la peur que l'on a de la honte, par laquelle l'homme est empêché de faire quelque chose de honteux. Autrement dit, ces deux passions sont symétriques dans le temps. Quand j'ai déjà fait quelque chose de honteux, j'éprouve de la honte, en latin pudor. Quand je m'apprête à faire quelque chose de honteux, j'éprouve de la verecundia, de la pudeur, et ça m'empêche de le faire. Au moins, ça tente de m'en empêcher. Donc l'une se situe après l'acte honteux, l'autre se situe avant. Alors, à la pudeur, on oppose d'ordinaire l'impudence, impudentia, qui en réalité n'est pas un affect. Je le montrerai en son lieu. Bon, en fait, il en parlera guère dans la suite. Il le mentionnera rapidement dans l'éthique 4. Et il ajoute, les noms des affects, j'en ai déjà fait l'observation, se rapportent à leur usage plus qu'à leur nature. Magis eorum usum, quam natura respiciunt. Donc on retrouve cette opposition entre usus et natura. Et là, il s'agit bien très clairement de l'usage des affects et pas de l'usage des noms. Donc on voit bien en quoi le problème de la dénomination pour Spinoza renvoie au problème de la réalité de la vie affective. Donc les noms ne sont pas trompeurs. Plutôt, ils sont un peu trompeurs, mais pas beaucoup. Ils peuvent servir d'indicateurs quand nous construisions une science des affects. Et quand l'explication, j'ai fini d'expliquer les affects de tristesse et de joie que je vais te proposer d'examiner. Je passe maintenant à ceux que je ramène au désir. Donc, on va voir ensuite, position 32 à 48, qui vont engendrer la série des dérivés du désir. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est cette insistance lourde de Spinoza en marge de sa réflexion sur le rapport, à trois termes, entre l'analyse génétique, le langage courant comme réceptacle d'une analyse traditionnelle et la réalité usuelle de la vie affective. Le langage courant et l'analyse traditionnelle ayant au fond effectué une première saisie de ce qui se passe, une saisie maladroite, une saisie inadéquate, mais qui sert à la fois d'indicateur et d'orientation du lecteur vers la science génétique. La science génétique n'est à aucun degré issue de cette expérience de la vie affective. Elle vise à la remplacer. Mais elle ne se contente pas de la remplacer. Et il faut remarquer que c'est dans cette partie discursive, et non pas beaucoup dans la partie géométrique, que Spinoza insiste le plus sur ce rapport entre définition génétique, non usuelle, réalité de la vie affective. Il a dit une fois auparavant, il le dit 3 ou 4 fois ici. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette partie discursive se prête beaucoup plus à la mise en lumière des enjeux de l'analyse éthique. Donc j'arrête pour aujourd'hui. La prochaine fois, on verra la fin de cette partie définitionnelle.